Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, suite à la réunion des parents à l'école de mon fils aîné hier, mon fils qui a 13 ans, c'était pas vraiment une réunion des parents, typique, on parle du parcours scolaire, de comment ça se passe en classe, de l'évolution des notes, etc., des acquis. Non, c'était plus pour annoncer un petit peu aux parents l'état général de la classe et que cette classe se tirait vers le bas. Et donc, j'ai trouvé cette réunion très, très, très enrichissante parce qu'elle m'a donné plein d'idées et ça mettait vraiment en évidence. Là, je félicite vraiment le speech de la directrice parce que c'était incroyable et incroyablement juste, parce que ça relevait énormément de points en fait critiques de la société et de ce que la société nous fait devenir en tant que parents et donc aussi dans la construction de l'avenir de nos enfants, de leur capacité d'être et de faire. Bon. Le titre de cette vidéo, c'est « La société crée des parents démissionnaires ». Alors, c'était un peu le constat hier que j'en ai fait, même si on peut le voir un peu partout. Mais là, d'être tous ensemble, concentrés dans une classe d'une vingtaine d'élèves, donc il y avait autant de parents, c'était fou de voir en fait les réactions de défense de certains parents. Bon, l'idée, encore une fois, n'est pas de juger. L'idée ici est de mettre en évidence un problème vraiment très important qu'il faut qu'on prenne en main. Alors, évidemment qu'il y a plein de personnes qui partagent, qui diffusent d'autres visions de l'éducation, de la parentalité, et c'est merveilleux, mais c'est comme si les enseignements, les informations étaient uniquement reçus au niveau du mental et qu'on n'arrivait pas à les mettre en application dans notre vie quotidienne, au sein de nos foyers. Et donc, souvent, ce qu'on va dire, les réponses qu'on va apporter à cette mise en évidence de problématiques, en fait, du fait que les enfants ne soient plus engagés. Même mon fils, il me dit tout le temps, j'ai la flemme pour ceci, pour cela. Il faut le pousser. Alors, beaucoup de parents pensent que les enfants doivent y arriver par eux-mêmes. Alors oui, je comprends l'intention que c'est par eux que ça doit se produire, c'est par leur propre volonté qu'un changement peut s'opérer, qu'une amélioration peut se faire dans leur comportement, dans leur attitude face à l'apprentissage, face au travail, face à l'effort. Voilà, parce que ça construit vraiment les fondations de leur avenir. Par contre, la société a fait en sorte de nous flemmardiser encore plus. Oui, ça n'existe pas, mais on s'en fout. La société nous a enfermés dans un confort où tout était disponible, tout était accessible immédiatement. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout le goût de l'effort. C'était déjà difficile pour certains d'entre nous de ma génération. J'ai 35 ans. Mais aujourd'hui, quand je vois nos enfants, nos ados, c'est encore plus difficile parce qu'ils sont arrivés dans une ère de facilité extrême. En plus de ça, s'ajoutent tous les problèmes d'attention. Donc, j'étais étonnée de savoir que dans sa classe, il y avait plusieurs enfants avec des troubles de l'attention. On va dire que ces troubles-là, ils vont s'accentuer au fil des années si on n'agit pas, si on n'intervient pas, nous, en tant que parents. Parce que c'est dans nos foyers que ça se passe, qu'on peut prendre les choses en main et qu'on peut changer le cours des choses. Parce que nous, notre rôle, c'est pas juste de bien éduquer un enfant, c'est d'accompagner l'enfant, notre enfant, nos enfants, à trouver les ressources par eux-mêmes et en eux-mêmes pour pouvoir
construire leur vie, pour pouvoir bâtir leur vie. Et donc, nous, notre rôle, c'est juste ça. Veiller à ce qu'ils aient tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire preuve de résilience, faire preuve de créativité, faire preuve d'autodiscipline, faire preuve d'engagement et de volonté. Et ça, ce sont des valeurs, des vertus qui manquent cruellement aujourd'hui dans la société. C'est quelque chose qu'on ne véhicule pas. C'est quelque chose qu'on ne diffuse pas. Pas assez, parce que bien évidemment, il y en a qui le diffusent, mais les réflexions sorties hier par la bouche de certains parents, c'était « Oui, mais moi je travaille, j'ai pas que ça à faire. Oui, mais si on est tout le temps sur leur dos, non, il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes, il faut que ça vienne d'eux. » J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont comme ça. Moi-même, si je n'avais pas été poussée à certains moments de mon adolescence, il y a plein de choses que je n'aurais pas faites. Alors bien sûr, mon contexte était un peu différent aussi, même si aujourd'hui, énormément de parents sont séparés. Mes parents sont séparés quand j'avais 7-8 ans. Je m'occupais de mon frère, c'est mon père qui avait notre garde, mais lui ne savait pas du tout nous accompagner dans les devoirs. Lui, il attendait à ce qu'on ait des notes très élevées. Donc ça, c'était un peu la carotte. Nous, on était rabaissés, on était méprisés si... on n'avait pas un niveau assez élevé. Pourtant, mon frère n'avait pas ce niveau-là, il avait ses difficultés scolaires. Mais moi, je m'occupais aussi de mon frère, ses devoirs, etc. Peut-être un peu trop. Bon, moi, je me suis toujours débrouillée toute seule parce que, la seule, à la limite, qui pouvait m'aider, c'était peut-être ma maman. Mais je la voyais que très peu. Et c'était pas toujours possible de se faire accompagner. Ma grand-mère qui vivait à côté ne savait pas non plus nous aider pour nos devoirs. Il y a aussi le caractère de chacun qui joue, qui intervient. Le contexte sociétal dans lequel on vit, bien sûr qu'on avait nos écrans, on avait nos TV, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas d'ordinateur, c'est arrivé un peu plus tard, mais on n'avait pas non plus ce même rapport à Internet, sauf quand il s'est fait un peu plus présent dans nos quotidiens. L'arrivée des smartphones aussi a changé un petit peu nos habitudes aussi quotidiennes, mais aujourd'hui, les écrans, les informations, les réseaux sociaux sont partout. D'ailleurs, le harcèlement intervient tout le temps aussi en dehors de l'école. Donc, on continue. Mon fils s'est fait harceler au tout début de l'année et il y a quelqu'un de sa classe qui a monté tout un groupe. Voilà, en dehors de l'école, donc avec des personnes extérieures à l'école. Donc, on peut se servir de plein d'excuses pour justifier le fait de ne pas s'investir pleinement. Parce que oui, on a des jobs qui nous fatiguent, on a des habitudes, on a des familles qui sont éclatées, et donc il y a des problèmes relationnels, des conflits relationnels, un manque de communication, un manque d'engagement, un manque de conscience aussi, de clairvoyance, parce que quand on regarde, un manque de discernement aussi. Ça, moi, je l'ai appris un peu à mes dépens. Parce que quand mon fils était petit, il me disait tout le temps, en revenant de l'école, « Ah oui, que madame ceci, madame cela, etc. » Au début, mon cœur de maman, ça me faisait mal. Je prenais vraiment à cœur ce qu'il me disait. Mais j'allais confronter un petit peu son discours, sans accuser l'enseignant, mais pour voir un petit peu ce qu'il en était, avoir un autre son de cloche. Et à ce moment-là, je me suis aperçue, j'avais pas encore effectué vraiment ce travail de conscience approfondi. Donc à ce moment-là, je me suis aperçue que la perception de mon enfant n'était pas vraiment ce qui se passait dans la réalité. C'était que son ressenti, l'expression de son ressenti. Et pour ça, je devais être un peu plus vigilante par rapport à ce qu'il allait me raconter, me rapporter de ce qu'il avait vécu à l'école ou ailleurs. Et donc, là, c'était à chaque fois l'expression de son mécontentement, de ses frustrations. Et donc, ça pouvait prendre des proportions énormes si je rentrais dans ce jeu-là. Et donc, mon rôle, c'était d'apprendre à faire la part des choses, à discerner son ressenti des faits. Et à ce moment-là, de ramener un peu plus d'objectivité dans le récit de mon fils, pour pouvoir lui faire prendre du recul. Et au fil des années, c'est ce que j'ai continué à faire. C'est ce que je fais aussi avec mon second.
Et donc j'ai vu hier aussi cette façon de procéder de la part des parents, de rentrer dans le discours des enfants sans remettre en question que leur enfant pouvait peut-être leur mentir. Alors il y a plein de problèmes de fond qu'on peut soulever à partir de cette information-là. Mais c'est vaste et on ne peut pas changer le monde du jour au lendemain. Et tous ces changements-là de comportement, ces changements sociétaux sont à inscrire vraiment dans la durée et à faire progressivement en fonction de nos possibilités, de nos capacités. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire parce que ça va prendre du temps ou parce qu'on ne voit pas d'effet immédiat. Et donc, hier, il y a beaucoup de parents qui ont rapporté que leur enfant, justifiait le fait qu'ils n'avaient pas de devoir ou que leur enseignant n'avait pas noté les consignes au tableau à retranscrire dans leur journal de classe, ils ont des tablettes à l'école et donc que leur devoir devait être fait sur la tablette alors que ce n'est pas du tout le cas. Si les parents ne questionnent pas, eh bien, on va rester sur cette information-là, une information fausse. Et à ce moment-là, on peut se monter la tête et donc aussi monter en émotion, en colère aussi peut-être, contre le personnel enseignant, parce que nous serons restés sur l'information que nous aura transmise notre enfant. Et notre enfant, il se construit, il vit son monde à travers ses émotions. Et donc, il n'a pas la capacité de discernement. Il n'a pas la capacité de prendre du recul. Il va voir le monde, ressentir le monde, vivre le monde à travers sa perception, à travers ses émotions, à travers vraiment le prisme des jugements, des interprétations. Plus que nous, parce que nous aussi, nous continuons à le vivre, mais peut-être avec plus de recul, un peu plus de sagesse, un peu plus de conscience, un peu plus de discernement. Mais ce n'est pas le cas de nos enfants. Et ils ne peuvent pas l'apprendre eux-mêmes si nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de démontrer cela, d'être une inspiration par nos actes, par nos façons d'être. Et donc, en étant nous-mêmes un peu plus discernants, un peu plus objectifs, un peu plus réfléchis, un peu moins réactionnels, eh bien nous serons en mesure d'accompagner nos enfants à développer ces ressources-là, à développer ces capacités-là. Mais il faut comme leur offrir un feedback à chaque fois pour qu'ils aient vraiment ce retour sur image, ce retour sur ressenti, sur ce qu'ils ont ressenti dans cette situation-là. Et parfois, ça demande aussi d'être un peu plus proactif, d'aller, comme l'a suggéré par exemple la directrice, d'aller dans le journal de classe, vérifier un petit peu, d'aller regarder dans les cours et de prendre en main, de questionner l'enfant. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire par eux-mêmes. Il en existe encore, heureusement, des enfants qui sont en mesure de se prendre en main. Mais la société actuelle dans laquelle on vit ne permet pas cela. Et donc, ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Tout est fait pour agir selon la loi de facilité. Gagner de l'argent. Mon fils, il adore regarder des vidéos d'entrepreneurs. Alors, souvent, je questionne. Quand il jouait aux jeux vidéo, je questionnais tout le temps où j'avais une oreille attentive sur aussi ce qu'il regardait à la télévision. Donc les dessins animés qu'il regardait. Parce que ça me permettait de poser des questions et peut-être de savoir aussi pourquoi à certains moments il avait un tel comportement ou qu'il me sortait une certaine expression que moi j'utilisais pas ou que dans mon entourage personne n'utilisait. Et d'avoir une oreille attentive, d'avoir un regard attentif, ça permettait justement de l'impliquer et de montrer aussi que j'étais attentive à son monde, à ce qu'il vivait, à ce qu'il voyait, à ce qu'il entendait. Et ici, il est intéressé par toutes les vidéos d'entrepreneurs. Bien sûr, il a cet idéal de faire de l'argent facile. Il sort tout plein d'idées de business où il peut se faire énormément d'argent. Alors oui, aujourd'hui, il y a énormément de facilité de se faire de l'argent. C'est aussi une question de valeur.
Alors, bien sûr, on n'a pas les mêmes valeurs, donc parfois, on rentre un peu, ça clash un petit peu parce que justement, elle me dit, ouais, mais tu pourrais faire ça, 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 t'aurais beaucoup d'argent. Je dis, oui, mais c'est pas selon mes valeurs. Alors, toi, t'as des valeurs différentes, ok. Mais, pour pouvoir lancer ces business-là, eh bien, il faut développer certaines compétences. Là, pour l'instant, tu ne les as pas. Mais tu peux les développer. Et c'est bien que tu t'y intéresses maintenant parce que tu vas pouvoir prendre le temps de les développer. Et à 13 ans, si tu les développes maintenant, si tu commences maintenant, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Et donc, il y a aussi des situations de vie qui vont créer des circonstances qui vont les amener à développer certaines ressources en fonction de leurs besoins. Hier, la directrice a lâché, qu'est-ce qui va les faire bouger, c'est le besoin. Par exemple, c'est vrai que quand les enfants ont un jour de congé ou quand il y a des journées comme ça de grève, de journées pédagogiques, eh bien, ils sont plus intéressés, ils sont attentifs. Et donc là, ils sont proactifs parce qu'ils posent des questions, ils s'investissent. Mais quand il y a des évaluations, quand il y a des examens, quand il y a des offres de remédiation, d'accompagnement personnalisé, là, il n'y a plus personne. Parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, ils ne trouvent aucun bénéfice direct dans ces situations-là. La directrice hier a sorti de créer un besoin. Et c'est vrai. Attention, parce que la société aussi aujourd'hui crée de faux besoins. Donc c'est important aussi de distinguer les vrais besoins des faux besoins. Et là, c'est notre rôle de discerner le vrai besoin du faux besoin. Donc là, ça demande vraiment un petit temps d'introspection. Donc là, ça demande de checker aussi si les besoins principaux de l'enfant sont remplis, si on y répond. Les autres besoins un peu plus secondaires, mais qui sont tout aussi importants, comment on y répond et si ils sont nourris. Et à ce moment-là aussi, peut-être à un certain moment, de créer un manque pour pouvoir développer cette envie ou ce besoin de se diriger dans une direction. On n'apprend pas à être à l'école, ok ? On n'apprend pas ces capacités-là à l'école. C'est dans la vie de tous les jours, c'est dans notre quotidien. C'est dans les difficultés que l'on rencontre que l'on va développer ces capacités-là, qu'on va aller puiser au fond de nous pour trouver les ressources dont on a besoin. Et donc, on va être amené à se diriger vers différentes personnes, différentes formations, différents outils pour développer des compétences ou des états d'être, pour développer ce qui nous manque. Mais on peut préparer nos enfants en amont, on peut les préparer bien assez tôt pour qu'ils ne perdent pas de temps, autant de temps que nous, par exemple, on ait pu en perdre. Moi, bien sûr que j'aurais préféré que mes parents m'accompagnent différemment, même si je regrette pas la manière dont ça s'est passé. Il y a certaines choses, bien sûr que j'aurais préféré éviter, évidemment, mais je sais bien que certains manques m'ont permis de me dépasser. Aujourd'hui, en tant qu'étant la seule personne qui s'occupe de mes enfants, je veux dire au quotidien, eh bien, je peux par moment soit culpabiliser un petit peu ou être un peu plus souple par rapport à certaines choses parce que je me fais prendre aussi au jeu des sentiments et donc je voudrais leur faciliter la vie. Et en même temps, je sais que ce n'est pas la bonne idée. Alors, on peut être compatissant, on peut être bienveillant, on peut être à l'écoute, on peut être ferme, etc. Mais tout en ayant conscience que notre posture et ce qu'on va décider aussi d'incarner au quotidien va amener à développer chez l'enfant. Donc c'est important d'avoir cette conscience-là. On est encore très loin de pouvoir agir de la sorte collectivement. Parce que ça demande d'abord de se regarder soi et j'ai bien vu comme beaucoup de parents culpabilisaient ou essayaient de se défendre. Ils étaient vraiment sur la défensive et je comprends, c'est douloureux parce que chaque parent fait de son mieux, chaque parent veut le meilleur pour son enfant. Et parfois, on s'y prend pas de la bonne façon. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Mais il y a une dynamique relationnelle à
à réévaluer de temps en temps et à remettre en mouvement, à changer de temps en temps pour s'adapter à une nouvelle situation. Et c'est ça qui est difficile parce que c'est très exigeant. C'est très énergivore. Et bien sûr que beaucoup de parents ont des horaires différents. C'est vrai que quand on n'est pas là le soir, quand on n'est pas là quand l'enfant rentre de l'école, enfin voilà, c'est difficile d'être présent parce qu'il y a la fatigue qui s'installe, il y a nos propres soucis. Et donc, d'être encore là sur le dos de nos enfants alors qu'on a juste envie de passer un moment de qualité, un moment joyeux, où on n'a pas de réprimande à faire à l'enfant, qui resterait avec ces seules images-là de nous ou des moments passés avec eux, eh bien sûr que à la limite on va zapper tout ce qui est comme considéré de superflu pour nous en tant que parents, parce que nous ce qu'on a envie c'est de passer un bon moment avec nos enfants et qu'il n'ait pas une image de bourreau de nous. Donc c'est très compliqué, mais ces changements-là ils peuvent se faire progressivement, vraiment petit à petit. Et c'est plus on va s'engager dans ce processus-là, plus on va voir de résultats, plus on va se sentir plus apaisé. Alors, oui, ça va peut-être demander une certaine réorganisation des choses. Mais soit on continue de se plaindre et où rien ne changera, soit on fait des efforts et là, à un moment donné, ça va payer. Mais il faut pouvoir savoir ce que l'on veut. Avoir cette vision et cet objectif-là bien précis en tête pour avoir une ligne de conduite, une trame à suivre, pour rester motivé dans les moments difficiles, parce qu'il y en aura et ce sera peut-être plus difficile que de rester avec une situation qui nous déplaît et dans laquelle tout le monde s'engouffre. C'est aussi difficile, hein. C'est très dur. Hein. Mais je veux dire, ce sera difficile de tout le temps se remotiver, de garder le cap dans ce changement, dans cette transformation de notre dynamique relationnelle. Ça fait un petit moment que mon fils il regarde beaucoup des vidéos de David Goggins. Il y a 2 ans, moi, je mangeais les vidéos de David Goggins en faisant du sport. Je les écoutais tout le temps. Je trouvais ça très motivant. Et j'avais besoin de développer cette force mentale à ce moment-là. Et ça aussi, ça fait un peu défaut aujourd'hui, un peu chez tout le monde. Ce mindset dont on parle tant, cette capacité mentale d'être son propre parent, son propre guide, son propre mentor, son propre coach. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est exigeant, mais en même temps, le sentiment de dépassement de soi, le sentiment d'accomplissement là, vient apporter vraiment cette joie au cœur, ce sentiment d'être capable en fait de changer les choses, d'améliorer des choses, de se sentir capable de réussir quelque chose, même de se projeter dans quelque chose qui nous paraissait peut-être impossible. Et donc ce sentiment-là, il est inestimable. Suite au visionnage de ces vidéos sur David Goggins, il était intéressé de lire son livre et c'est la première fois qu'il a envie de lire. Donc je me dis, ok, ça va peut-être être compliqué pour lui de lire parce que quand il a plusieurs feuilles à lire pour son cours de français par exemple, c'est très compliqué de rester concentré. C'est hyper compliqué de comprendre ce qui se passe dans l'histoire. C'est pour ça que moi, je l'accompagne, je lis, je prends ce temps. Alors oui, j'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie, je fais beaucoup de sacrifices au quotidien pour pouvoir justement être là, parce que pour moi, c'est important. Alors oui, je peux vivre avec très peu. Bien sûr que c'est pas toujours confortable, même pour les enfants, mais parce que pour moi, c'est important de les accompagner et que ça ne dure qu'un certain temps. Ce n'est pas toute notre vie, ça ne dure qu'un certain temps. Et donc, voilà, j'ai fait ces sacrifices-là, je continue de faire certains sacrifices parce que j'ai cette vision-là qui me motive, qui me dirige et qui est soutenue par mes valeurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. Je partage juste des possibilités, des façons de vivre et d'être différentes pour justement s'en inspirer, pour les adapter à notre propre contexte de vie, notre propre contexte familial. Il n'y a aucun modèle idéal, il n'y a aucun mode d'emploi, aucune façon d'être mieux qu'une autre. Donc ça, c'est important de le garder en tête parce que on peut vite culpabiliser, on peut vite commencer à juger et ce n'est pas le but du tout.
Et donc voilà, pour en revenir au livre, ben voilà, il y avait ça. Et alors, il regarde aussi beaucoup de... Non, plus YouTube que TikTok. Il est moins sur TikTok, mais parfois il y a des informations comme ça qui retiennent son intérêt sur TikTok. Et il y a un autre livre aussi qui l'intéresse, c'est Power. Et alors, c'est dingue parce qu'il y a quand même pas mal d'années, moi je partage aussi avec lui depuis longtemps, en plus aussi de nos 3 années en instruction en famille, un peu toutes mes lectures, tous des préceptes du développement personnel. Et lui qui n'était pas réceptif aujourd'hui, il me dit « Ah ouais, mais en fait, t'avais raison, ça. » Mais c'est cool de pouvoir arriver à un échange comme ça. Alors bien sûr, il y a encore des prises de bec, il y en aura encore, c'est normal, il est adolescent, il a besoin de construire son identité, donc c'est normal d'être en désaccord. Ça aussi, c'est un souci qu'il faut apprendre à relativiser ou à voir autrement parce que on n'est jamais en accord, surtout avec tout le monde. Et donc, c'est normal que nos enfants soient en désaccord avec nous. Ils n'ont pas l'expérience de vie, n'ont pas une certaine maturité. Mais surtout aussi, ils ont un regard différent qui peut-être nous manque par moment. Et donc, ce regard-là aussi peut nous être bénéfique pour notre propre évolution, pour notre propre cheminement. Moi, je trouve que c'est toujours enrichissant d'avoir un regard différent de nos enfants sur nous, sur nos fonctionnements, sur nos habitudes, parce que ça prouve qu'ils sont dissociés de nous, qu'ils raisonnent par eux-mêmes, et donc moi je trouve ça très encourageant, et j'encourage justement cette façon de faire. Donc je n'attends pas à ce qu'ils pensent pareil que moi, qu'il ait les mêmes valeurs ou qu'il agisse comme moi, pas du tout. C'est un être à part, indépendant de moi. Et d'autres parents ont parlé de maturité aussi, que c'était aussi une question de maturité, qu'ils n'étaient pas impliqués dans leur travail, dans les conséquences aussi d'un non-travail, d'un renoncement à l'effort en fait dans l'étude quotidienne, dans la pratique quotidienne en fait de certaines leçons. Et donc c'était dû à un manque de maturité. Alors, ça m'a fait sourire aussi parce que j'ai dit, comment ça se fait que le manque de maturité, bon, il y a 30, 50 ans, on n'était pas ouvert émotionnellement comme on peut l'être aujourd'hui. On n'était pas dans des communications authentiques, d'égal à égal, d'empathie. Non, il y avait vraiment cette figure d'autorité et la personne qui devait se soumettre. Et donc il y avait cette discipline, mais liée à l'autorité, à cette figure d'autorité, à cette peur. Et donc on n'avait pas trop le choix, même si aussi le contexte dans lequel on vivait était différent. Donc ça voulait pas dire non plus que ces gens étaient matures émotionnellement. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas en contact avec leurs émotions. Parce que s'il y avait eu ce travail émotionnel, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais aujourd'hui, on est plus ouvert au niveau des émotions, on a plus de communication, même si c'est pas encore très clair, c'est vraiment très flou au niveau de la communication parce qu'on passe beaucoup par les communications instantanées et donc qui est sujette à énormément d'interprétations et donc de projections et donc d'intensité émotionnelle et avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc je trouvais ça intéressant qu'une personne souligne ce manque de maturité, chose qu'on a déjà relevée chez mon fils quand il était plus petit, j'en ai fait un article il n'y a pas longtemps sur mon site, mais en même temps ça relève de notre propre maturité ou immaturité émotionnelle. Parce que l'enfant, en fait, il va se calibrer sur nous. Il va se syntoniser sur nous. Donc, si nous ne sommes pas à même de montrer, de démontrer, d'incarner cette personne mature émotionnellement, relationnellement, eh bien, nous ne serons pas en mesure d'offrir ce miroir-là à l'enfant. Donc, vous voyez, on parle beaucoup de neurones miroirs. Eh bien, eux vont se calibrer sur nous. Ils vont prendre exemple, même si c'est pas conscient, mais ils vont avoir cet exemple-là. Et pourquoi on est tant en difficulté émotionnelle et relationnelle ? Parce que nous avons, pour beaucoup, des exemples familiaux qui sont dysfonctionnels, qui sont malsains, toxiques, et dont on a banalisé un peu tout ça. Moi, j'ai eu beaucoup de modèles comme ça, et je comprends aussi pourquoi je n'ai pas
parfois privilégier des modèles sains comme inspiration, parce que ça me paraissait un peu trop fade, ça me paraissait pas irréel, mais un peu trop loin de ma réalité, parce que moi ce que je connaissais c'était ces liens toxiques, ces liens conflictuels et cette immaturité émotionnelle. Et donc pour moi ça c'était un modèle sur lequel je me suis construite. Et donc changer de modèle c'était pas évident, ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Et on n'est pas tous aptes, on n'a pas tous la même volonté à s'engager. Bon, il y a beaucoup à dire sur ce thème-là, mais c'était important de pouvoir le partager parce que quand on voit un peu ce qui se passe avec autant d'adolescents qui banalisent la violence, qui tuent gratuitement, qui volent, qui ont des conséquences désastreuses, totalement en manque d'humanité, en manque d'empathie, et ce sont les adultes de demain, des enfants qui outrepassent les limites de l'intime sans que certains parents ne prennent en compte ces actes, ces comportements-là, qui les banalisent, qui préfèrent fermer les yeux. Et donc, il y en a de plus en plus. C'est jamais facile de se dire qu'on a un enfant qui harcèle ou qui fait du mal, tout comme c'est pas facile d'être parent d'un enfant qui est harcelé ou qui est maltraité. Mais d'être le parent de l'enfant qui fait subir A, là aussi, c'est très difficile parce que ça vient remettre en question son mode parental, son fonctionnement parental, son éducation, son rôle de parent. Et donc là, c'est ultra confrontant et ça vient vraiment réveiller des parts blessées, des parts douloureuses auxquelles on n'a pas envie de se confronter. Donc, je comprends un peu ce mode de fonctionnement de repli et d'aveuglement, mais en même temps, je ne le conçois pas. Je ne le valide pas. Ce n'est pas un comportement adapté, parce que qu'est-ce qui va se passer plus tard pour ces enfants-là, quand ils seront arrivés à l'âge adulte, avec quelle base ils se seront construits? C'est à tout ça qu'il faut penser. Et se regarder en face, ça n'a rien de facile, d'agréable, mais c'est important, c'est vraiment vital. On a un rôle crucial à jouer, et tous, chacun à notre niveau et selon nos possibilités. Mais qu'est-ce que l'on veut vraiment pour son enfant en se détachant de nos attentes, de nos projections? Voilà. Et comment on peut mieux accompagner nos enfants pour être le bâtisseur de demain, pour être le bâtisseur de la société de demain, une société peut-être plus humaniste, plus respectueuse, plus intègre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est à nous d'agir individuellement au sein de nos foyers. Voilà, j'espère que vous n'avez pas été secoués, ou peut-être un petit peu, mais voilà, c'était un thème très enrichissant. C'était une réunion hier très très enrichissante et ça ouvre la porte à énormément de questionnements, de remises en question. Voilà, et c'est ça aussi qui me tient à cœur avec les petits magiciens, parce qu'il faut commencer tôt. On commence tôt en fait à permettre à l'enfant d'être créateur de sa vie, d'être souverain, de respecter son intégrité, de développer sa personnalité, son identité, de préserver cela sans qu'il se fonde dans les moules de nos attentes familiales, de nos valeurs familiales, de nos schémas familiaux, ni dans ceux de la société que la société veut pour eux. Parce que la société ici n'est pas bonne pour la construction de leur monde futur. Donc c'est à nous d'être les protagonistes de ces changements-là, et il se fait dans nos matrices familiales avant tout. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.